Gwendoline de Bono, vous êtes grand reporter à TF1 LCI et vous avez rencontré Yahya Sinwar entre 2018 et 2021 quand vous étiez correspondante au Moyen-Orient. Quel est véritablement le profil de cet homme qui a été tué par l'armée israélienne ? Yahya Sinwar, c'était quelqu'un de dur. Enfin, ça, je crois qu'on le sait. Moi, je l'ai rencontré la première fois, c'était en 2018. C'était pendant ce mouvement qui s'appelait la Marche du Retour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les Palestiniens gazaouis qui manifestaient près des frontières israéliennes, essentiellement à la frontière nord. Au début, il y avait eu un mouvement assez spontané, évidemment très vite, parce que c'est Gaza et que rien ne se fait sans le Hamas à Gaza. Le Hamas avait un peu pris en main ces mouvements, ces manifestations. Et Yahya Sinwar était venu. Alors il y avait un espèce de no man's land comme ça où il y avait les jeunes Palestiniens qui avançaient, qui manifestaient près de la frontière et Sinwar il était un peu à l'écart derrière et il faisait des discours et ça m'a assez marqué notamment le 7 octobre parce que je me rappelle l'entendre dire que cette frontière elle devait être franchie, elle allait être franchie, qu'il n'y avait pas de tabou à franchir cette frontière et c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Il disait par ailleurs un peu le contraire quelques mois après. Il a toujours été un petit peu comme ça à dire voilà. On ne cherche pas nécessairement la guerre, on peut arriver à quelque chose par d'autres moyens. C'est un discours qu'il a tenu aussi. Et d'ailleurs, les Israéliens s'y sont fait prendre. À la même époque, je discute avec des généraux israéliens qui pensent que c'est peut-être quelqu'un avec qui il est possible d'établir une forme de dialogue. Je ne parle pas d'un dialogue direct. Mais en tout cas, il y a cette phrase qui me marque à cette époque qui est pendant la marche du retour où il a un discours très clair sur la frontière et je crois même, si je ne fais pas d'erreur, qu'il dit que lui-même est prêt à mourir pour que cette frontière, un jour, elle soit franchie. Et donc là, à ce moment-là, on est en 2018. C'est très fort ce que vous dites, Gwendoline de Bono, parce que Charles Anderlin dit très clairement dans son ouvrage que les Israéliens se sont fait berner par Yahya Sinwar. Oui. En croyant, de la part du gouvernement Netanyahou et même de politiques autres du Likoud, qui pensaient concrètement que Yahya Sinwar était un homme avec qui on pouvait parler. Oui, et c'est sans doute quelqu'un qui n'a pas été assez écouté aussi par les Israéliens. Enfin, Sinwar, c'est quelqu'un qui a passé assez longtemps dans les prisons israéliennes, qui a toujours tenu le même discours, notamment sur les deux États. Bien sûr que Sinwar dit qu'il fallait un État palestinien. Jamais vraiment j'ai entendu Sinwar parler de deux États. Il a toujours dit que pour lui, il fallait qu'il y ait cet État palestinien, donc qui englobe évidemment Israël, et que cette terre, elle devait être une terre islamique. Sinwar, c'est quelqu'un qui avait une dimension religieuse extrêmement forte. C'était présent dans tous ses discours, dans sa manière d'être, dans la manière dont il s'exprimait. Je crois qu'il a jamais, enfin l'histoire le prouve, renoncé à ça. Quand il était en prison, il avait un médecin, un dentiste israélien à qui il répétait la même chose, enfin qu'il l'avait soigné, qui lui avait sauvé la vie à l'époque quand il était dans les prisons israéliennes. Et il lui avait dit, on peut discuter de tout. Ils avaient des échanges. C'était quelqu'un qui avait appris l'hébreu, on le sait, qui s'intéressait à son ennemi. Mais on parlait d'un des Palestiniens qui connaissait le mieux Israël, en fait. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a vraiment appris l'hébreu, qui a lu, qui a voulu s'intéresser à la société israélienne, mais jamais dans une dynamique de paix. Je pense que l'objectif de Sinwar était de comprendre le mieux possible et le plus, de la manière la plus précise, la plus fine possible son ennemi, pour un jour être en mesure de l'attaquer avec un effet qui fonctionne. Et ce qui est très fort, c'est que le responsable de l'administration pénitentiaire en 2011 s'était opposé à sa libération pour le soldat Gilad Shalit, ce qui a vraiment marqué les esprits israéliens, c'est-à-dire c'est possible sortie de prison de prisonniers palestiniens qui pourraient refaire un 7 octobre. Et pour dire à quel point Sinwar était dur et sur une ligne très dure, lui-même s'est quasiment opposé à sa libération pendant ce deal, parce que Sinwar, à un moment donné, donc il prend un peu la main en prison. Donc pour sceller le deal, il faut que le Hamas soit d'accord. Donc il y a des cadres du Hamas qui se mettent plus ou moins d'accord. Les négociations sont longues. Ils se mettent d'accord sur un deal où il y a tant de prisonniers palestiniens. C'était plutôt la marge haute, dont Sinwar. Et Sinwar dit non, c'est encore pas assez, il faut plus, à tel point qu'il y a notamment une des personnes qui est un cadre du Hamas qui a été assassinée depuis, qui s'appelle Saleh Al-Arouri, qui a été assassiné par les Israéliens à Beyrouth, qui dit il faut l'enfermer parce qu'en fait on va jamais arriver à ce deal. Il est beaucoup trop maximaliste. Il était maximaliste. Moi je veux pas dire radical parce que j'ai rencontré d'autres personnes du Hamas, c'était pas des idées totalement différentes non plus, mais c'était quelqu'un de maximaliste, d'assez défiant. Je l'ai revu une deuxième fois en 2021. Il y avait eu 10 jours de guerre entre Israël et Gaza. On ne savait pas trop où il était, mais en tout cas, le Hamas avait fait un grand défilé dans la ville de Gaza.
Et j'avais couvert cette espèce de défilé militaire. Et je rentrais à l'hôtel et je tombe sur Yahya Sinwar dans la rue. Tout le monde était assez étonné de le voir là parce que les Israéliens commençaient à être assez menaçants avec lui. Je lui ai demandé une interview, il a dit non. Il a dit que je pouvais le suivre le temps que je voulais. Et il était dans la rue, il se montrait, il allait voir les familles de combattants du Hamas et du djihad islamique, il passait énormément de temps avec lui. Et vraiment dans une attitude de défiance à Israël qu'il n'a jamais quitté. J'ai pas compris, Gwendoline Bono. Pourquoi vous dites que vous n'emploierez pas le mot radical pour lui? Parce que je pense que Yahya Sinwar n'est pas plus radical que les autres membres du Hamas. Je pense qu'on dit souvent Yahya Sinwar, c'est la frange radicale du Hamas. Non, c'est pas la frange radicale du Hamas. Le Hamas est radical. Les autres chefs partageaient sa pensée. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et une question également sur ce que vous dites par rapport au fait qu'il soit dans la lumière, dehors, à sortir, que vous avez pu le suivre. Ça nous rappelle un petit peu ces images qu'on a vues lors de sa traque, puisque il était dehors, il n'était pas dans les tunnels comme on le pensait. Et c'est là qu'il a été bombardé, Michel Goya. Oui, alors il a été peut-être sorti parce qu'il était sous pression aussi, y compris dans les tunnels. Il faut se souvenir qu'on a trouvé des traces d'ADN de Sinwar sur les corps d'un certain nombre d'otages qui étaient dans les tunnels. Mais ça permet de donner l'image d'un combattant. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort traqué dans un trou. Il n'est pas mort comme Saddam Hussein, il n'est pas comme Saddam Hussein capturé dans un trou misérable, non. Il peut présenter l'image d'un combattant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on commence à le représenter sur les réseaux sociaux pro-Hamas. Non, il savait très bien qu'il allait mourir par les Israéliens, comme tous ses prédécesseurs. Il savait très bien, c'est pour ça qu'il n'est pas parti. Et donc, il avait l'intention de terminer comme ça, en martyr. Il le savait depuis le début, c'était son destin. Est-ce que vous pensez, Gwendoline Bono, que c'était le type d'homme à garder les otages pour pouvoir récupérer des prisonniers palestiniens, ou au contraire, son antisémitisme, sa violence aurait fait qu'il aurait pu tuer ces otages-là avec qui il était? Je ne sais pas, ce qu'on sait de Yahya Sinwar, c'est qu'effectivement, il l'a dit, ça aussi publiquement, à de nombreuses fois, il y avait toujours la notion des prisonniers palestiniens à libérer dans ses discours, et toujours persuadé que la position maximaliste était la meilleure. Donc c'est assez difficile à dire. Je suis même incapable de dire, est-ce qu'il avait anticipé les conséquences du 7 octobre dans cette mesure-là, dans ce cadre-là, c'est assez difficile à dire aujourd'hui. Mais c'était quelqu'un, oui, extrêmement dur. Au sein même de Gaza, d'ailleurs, avec des Palestiniens. Mais surtout avec les Palestiniens. Enfin, c'est quelqu'un qui a assassiné lui-même beaucoup de Palestiniens. Moi, j'ai parlé aussi à des Palestiniens de Gaza depuis, qui se réjouissent de sa mort. Oui, c'est vrai qu'il y a deux visions qui, on le voyait dans les témoignages du New York Times, avec certains qui étaient complètement contre l'assassinat de Yahya Sinwar, qui voulaient qu'il soit sain et sauf, et puis d'autres qui disent très concrètement, au moins peut-être que maintenant on aura un cessez-le-feu. Est-ce que vous y croyez à ce cessez-le-feu maintenant que Yahya Sinwar est mort, Michel Goya? Pas forcément. Ça marque une étape, incontestablement. Il faut voir maintenant qui va... parce que pour un cessez-le-feu, il faut un interlocuteur, quand même. Savoir qui sera le nouvel interlocuteur, quelles seront les conditions. C'est pas forcément évident que la mort de Sinwar débloque un certain nombre de choses. Il faut l'espérer. Mais c'est pas évident du tout. Je rappelle juste un élément, mais je me rappelle après la marche de la victoire. Donc je rappelle, c'est des foules qui se retrouvent devant la barrière israélienne, dont beaucoup qui sont instrumentalisés par Sinwar. Il y a des morts, c'est violent, quoi. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui nous disent, mais finalement, Sinwar, il nous a fait des grands discours, en fait, il nous a envoyés à la mort, il nous a sacrifiés, uniquement pour avoir des images de nous, et pour préparer peut-être d'ailleurs à cette occasion le franchissement de la barrière techniquement, mais il nous a envoyés à la mort, nous, des civils, quoi, sciemment, cyniquement. Est-ce que vous avez des échos, Gwendoline Bono, concernant les combattants du Hamas? Est-ce qu'il y a une forme que le fait que ces combattants soient un peu ébranlés par la mort de Sinwar, est-ce qu'il y a un affaiblissement potentiel du Hamas? J'ai pas d'écho, mais j'en doute dans le sens où
pour eux, enfin en tout cas pour un combattant du Hamas, c'est quand même un discours qu'ils entendent depuis des années. Pour eux, la logique, c'est que leur chef finisse comme ça. Donc c'est peut-être une surprise que ça arrive à ce moment-là, dans ces conditions-là, mais c'est quelque chose auquel eux sont préparés. Donc le Hamas est quand même affaibli aujourd'hui, leurs brigades sont affaiblies. Après, je ne pense pas que les combattants du Hamas qui sont à Gaza soient ébranlés et déposent les armes, par exemple. Merci beaucoup, Gwendoline de Bono. Je crois que vous devez nous quitter, mais c'était un plaisir de vous avoir en plateau. Michel Goya, j'aimerais qu'on revienne sur cette traque, parce que ce qui a été retrouvé sur le cadavre de Yahya Sinwar, c'est un faux passeport, gilet pare-balles et 40 000 shekels, ce qui est l'équivalent de 9 000 euros. Est-ce que ça, c'est l'arsenal de quelqu'un qui veut s'échapper ? Peut-être, possiblement, mais je pense que Sinwar avait la possibilité de le faire techniquement, beaucoup plus tôt. Il n'a pas besoin d'attendre 1 an pour essayer de s'échapper. Il pouvait difficilement le faire alors que les Israéliens ont commencé à... Comment dire ? Il a toujours sensiblement, apparemment, il a toujours été dans le sud de Gaza, dans la région de Rafah, de Khan Younes. Et à partir du moment où les Israéliens ont commencé à verrouiller la frontière égyptienne, la fouiller, ça devenait beaucoup plus difficile pour lui de s'enfuir. Mais il aurait pu le faire auparavant. Donc là, on ignore maintenant évidemment quelles étaient réellement ses intentions. Avec de l'argent, on peut acheter aussi tout simplement un certain nombre de choses. On peut acheter des actes. Ça sert à ça, l'argent liquide dans Gaza, ça sert à acheter des gens, acheter des choses, à négocier des trucs. Voilà. À ce stade, très difficile d'imaginer. Moi, je pense que non, il n'avait pas l'intention de quitter Gaza, quoi. Et il avait l'intention de rester jusqu'au bout et de certainement mourir à Gaza. Parce que c'est, en tous les cas, l'hypothèse des Israéliens. On se rappelle également de l'hypothèse américaine, des informations des Américains disant que Sinwar était dans les tunnels, entouré d'otages comme des boucliers humains. Et sur cette traque, les Américains ont réagi. Écoutez. Que cela soit clair, il s'agissait d'une opération israélienne. Aucune force américaine n'a été directement impliquée. Les États-Unis ont contribué à fournir des informations et des renseignements concernant la récupération d'otages et la localisation de dirigeants du Hamas. Mais il s'agissait d'une opération israélienne. Michel Goya, est-ce que c'est possible que cette opération se soit faite sans les renseignements américains ? Oui, c'est possible. Je veux dire, le système de renseignement israélien est suffisamment sophistiqué pour pouvoir agir tout seul. Mais avec l'aide des Américains, oui, c'est toujours mieux. Vous savez, dans ce genre de situation, quand vous recherchez un individu comme Sinwar, en réalité, comme vous cherchez n'importe quel autre individu dangereux, soit, vous avez 2 méthodes, soit vous faites de la fusion de renseignements, vous cherchez, vous faites appel à des interrogatoires de prisonniers, des sources humaines sur place, des écoutes téléphoniques, de l'imagerie, etc. Et les Américains sont très forts évidemment dans ce domaine. Et vous en faites une fusion. Vous avez un film Zero Dark Thirty sur la traque de Ben Laden qui montre ça très bien. Et puis vous arrivez à déterminer où il est. Et là, vous faites un raid, soit une frappe aérienne, soit vous envoyez un commando pour aller le traquer, comme Ben Laden à Abbottabad au Pakistan, ou comme nous Français au nord du Mali pour Trugdel en 2020. Soit, deuxième méthode, qui n'est pas incompatible avec la première, où vous quadrillez la zone, vous faites une pression sur la zone, vous fouillez tout, vous traquez, et vous pouvez tomber dessus un peu par hasard. C'était par exemple le cas de Saddam Hussein fin de 2003, on trouve dans un trou par une patrouille américaine. Soit vous combinez un peu les deux, c'est-à-dire que cette pression va l'obliger, c'est peut-être ce qui s'est passé, à bouger. C'est-à-dire qu'il est peut-être dans un tunnel, mais les tunnels commencent à être fouillés par les Israéliens, et ça l'oblige à sortir, à se déplacer en permanence. Et puis en se déplaçant, finalement, il tombe un peu par hasard sur une unité de combat israélienne. Il s'ensuit un combat assez banal en réalité, et au bout du compte, on s'aperçoit à l'issue de ce combat que c'est Sinwar qui était la cible. Voilà, c'est cette pression permanente, pression du renseignement,
pression sur le terrain, donc il faut être sur le terrain, qui a permis de le déceler et de le tuer, malgré toutes les précautions. C'était quand même quelqu'un qui est extrêmement prudent, on l'a évoqué, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les services israéliens, qui se méfiait de tout élément électronique pour ne pas être écouté, pour ne pas être décelé par quoi que ce soit, qui utilisait des messagers à pied, et qui est quelqu'un d'expérimenté, intelligent. Et donc, pour arriver à l'atteindre, il fallait très certainement combiner ces deux méthodes que j'ai évoquées, donc une recherche permanente, une traque permanente, et au bout du compte, inéluctablement, on allait tomber sur lui. Mais là, ce qui est très frappant, c'est tout de même que c'est une unité, pas une unité de force spéciale, mais des réservistes qui ont trouvé cet homme. C'est-à-dire que ça semble être comme une sorte de hasard, Michel Goya. Oui, bien sûr, mais c'est un hasard. Mais c'est un hasard qui est un peu provoqué, encore une fois. C'est-à-dire que quand ces gens-là, cette brigade blindée, c'est une brigade de chars qui est dans la zone, elle fouille la zone, elle traque la zone, mais il n'y a pas qu'elle. Hein, il y a les Israéliens n'occupent pas Gaza, il faut être clair là-dessus, mais ils ont des zones, ils ont des corridors qu'ils ont installés, notamment au sud et au centre. Centre-nord, c'est Netzarim, et après ils fouillent. Ils font des raids de recherche et destruction. Parce que c'est là qu'il a été retrouvé, à Tal Sultan, donc à Rafah. À côté de Rafah. Et donc c'est sur cet axe, alors à proximité de l'axe, ce qu'on appelle l'axe Philadelphie, qui est tenu par les Israéliens. Les Israéliens veulent tenir absolument cet axe. Ils ne veulent pas occuper Gaza, mais ils veulent tenir certains axes, notamment la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et donc, dans cette zone-là, ils font des fouilles. Ils font de la recherche et destruction. Voilà, ils recherchent l'ennemi, le traquent. Et à force de traquer, on ne parle pas de tous ceux qui traquent et qui sont des combattants ordinaires du Hamas et qui ont été tués de cette façon. Mais là, on en parle parce que, par hasard, on tombait directement sur le chef.